J'ai autre chose à vous raconter. Quelque chose encore en rapport avec Disney. Cette fois, ce n'est pas dans un parc que j'ai eu une horrible aventure. J'ai eu le malheur de m'acheter une figurine pop Disney. Celle de Mickey. La numéro 1 de la première série, le Mickey qui tend ses bras. J'ai acheté cette figurine parce que j'aime beaucoup Disney. Je l'ai achetée sur le bon coin, en occasion à un particulier. Le prix qu'il en voulait était vraiment pas cher pour une figurine pop. Habituellement, on la retrouve dans les environs de 15 €. Mais lui, il la vendait 5. Je l'ai appelé pour lui demander s'il l'avait toujours. Et il m'a répondu que oui, et qu'il était prêt à le laisser pour 2 € si je venais directement la chercher. Je n'ai pas hésité une seconde. Je suis parti la chercher de suite. Une figurine pop à 2 €, c'était une bonne affaire. Je me suis demandé pourquoi cette envie de vendre aussi rapidement, mais je me suis dit que cette personne devait être un très mauvais vendeur. Je me suis dépêché d'aller au point de rendez-vous qu'il m'avait dit, à la gare devant le distributeur de café. Quand je suis arrivé, j'ai vu un homme qui semblait extrêmement fatigué. Il avait de grosses cernes, une barbe mal soignée. Il ne semblait pas dans un état normal. Il semblait paniqué, et il tenait dans ses mains la boîte contenant la figurine pop. Quand il m'a vu, il a essayé de sourire, mais son sourire faisait plus peur qu'autre chose. J'ai été à sa rencontre et je lui ai serré la main. Il a bégayé et m'a tendu la boîte. Je lui ai tendu la pièce de 2 €, mais il a commencé à mettre ses mains sur ses oreilles, et à pleurer, et m'a dit de partir avec la figurine, qu'il ne voulait pas d'argent. Puis il est parti d'un pas rapide, en gardant ses mains sur ses oreilles. Les gens me regardaient moi, comme si j'avais agressé le vendeur. Et un agent de sécurité est venu me voir et m'a demandé de quitter la gare. Je lui ai dit que je n'avais rien fait, mais il n'avait rien voulu entendre. Il m'a conduit à la porte de la gare. De toute façon, je n'avais plus rien à faire dans cette gare, donc je suis parti sans rien dire. Il m'a semblé entendre un léger rire venant de la boîte de la figurine pop. Mais je me suis dit que cela devait être le vent qui faisait cet effet. Et j'ai remis mes écouteurs, puis je suis reparti sans plus penser à rien, sauf à l'état de l'homme qui m'a vendu cette figurine. Et vous n'allez jamais me croire, mais quelques rues plus loin, et j'ai revu cet homme, assis en plein milieu de la route, suppliant les voitures de l'écraser. Les voitures étaient arrêtées et klaxonnaient. Des hommes sont venus à la rencontre du vendeur pour le raisonner, mais rien à y faire. Je suis resté à l'écart et j'ai regardé cette scène. Le vendeur m'a vu et a hurlé. Il m'a dit de partir loin de lui, puis il a commencé à se cogner la tête contre le capot de la voiture face à lui, s'éclatant le nez, les dents et laissant du sang partout. La police est arrivée quelques secondes après, pour essayer de le calmer. Mais l'homme s'est emparé de l'arme à feu du policier le plus proche de lui et s'est tiré une balle dans la tête, avant même que quiconque n'ait eu le temps de faire un geste. La foule a crié et a pleuré. Personne ne comprenait. Encore une fois, la figurine semblait rire, d'un rire sinistre. Mais encore une fois, je me suis dit que c'était une coïncidence. Puis je suis parti. J'étais sous le choc de ce que j'avais vu, mais avec toutes les horreurs que j'avais déjà vécues, je n'étais plus à ça près. Je suis donc rentré chez moi et j'ai posé la figurine sur la table, le temps de me servir un verre d'alcool bien fort, tout en repensant à cette scène, et à toutes les horreurs que j'avais vécues. Je me disais que ma vie était un vrai cauchemar et que je devrais les partager. Alors que j'étais dans mes pensées, un bruit a retenti dans la pièce où j'ai posé ma figurine. J'ai posé mon verre et je suis allé voir. Et j'ai été surpris de voir la figurine pop par terre, en dehors de son carton. Je me suis demandé comment cette figurine avait pu tomber, et en plus sortir seule de son carton. Et encore une fois, je me suis dit que j'avais dû mal poser, et que le choc l'a ouverte et expulsé la figurine en dehors de sa boîte. Je l'ai ramassée et au même moment, une voix a retenti dans ma tête. « Ta vie ne vaut rien. Tu ne sers à rien. Quitte ce monde. » J'ai lâché la figurine, surpris de ce que je venais d'entendre. Cette fois, je me suis dit qu'il se passait quelque chose avec cette figurine. D'abord le vendeur qui se suicide, les voix étranges provenant de la boîte, et maintenant ça. J'ai placé la figurine dans ma vitrine, puis je suis parti sur internet faire des recherches, sur ce que pouvait bien être cette chose, car oui, j'étais certain qu'il s'agissait d'un démon ou d'un fantôme. Mais je n'ai rien trouvé après des heures de recherche. Mon humeur commençait à changer, je ne voulais plus faire ces recherches que je trouvais stupides. J'ai voulu faire un tour dans ma ville, histoire de me changer les idées, car elle devenait de plus en plus sombre. Mais au même moment, mon voisin a commencé à faire un énorme bruit. D'ordinaire, je ne suis pas du genre à me plaindre, mais à cet instant, je voulais lui faire mal. Je suis donc monté à l'étage et j'ai frappé à la porte. Mon voisin a ouvert, et j'ai honte de le dire, mais je l'ai insulté de tous les noms.
et finissant par lui dire qu'il avait intérêt à arrêter son bruit, sinon j'allais le tuer. Il n'a pas dit un mot. Il m'a regardé bizarrement, puis m'a dit de partir et a fermé sa porte. J'ai été tellement énervé qu'il me ferme la porte au nez que j'ai frappé du poing en m'énervant contre sa porte, lui disant d'ouvrir si c'était un homme. Puis je remarquai des gouttes de sang tombant sur le sol. J'ai touché mon nez, et oui, le sang coulait bien de là. Je me suis soudainement rendu compte de ce que j'étais en train de faire, et je me suis calmé d'un coup, puis je suis redescendu pour m'enfermer chez moi. J'ai été dans la salle de bain, et j'ai vu que mon visage était un peu différent. Mes yeux étaient noirs, on ne voyait plus le blanc. Et j'avais beaucoup de sang qui coulait de mon nez. Je me suis nettoyé, et je me suis regardé une deuxième fois, et tout était redevenu normal. Mes yeux étaient redevenus comme d'habitude. Quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai été ouvrir, c'était ma sœur qui venait me rendre visite. Dès qu'elle est rentrée, elle a vu la figurine pop qui était sur la table, alors que moi, je l'avais laissée dans la vitrine. Je n'ai rien dit, et j'ai essayé de ne pas montrer ma peur. Elle a pris la figurine dans ses mains et m'a demandé si je pouvais lui donner, car c'était la seule qui lui manquait. J'ai refusé, je ne voulais pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle a semblé déçue, puis elle est passée à autre chose. On a déjeuné ensemble, puis elle est partie 2 heures plus tard. Je me suis rendu compte le soir venu que ma figurine pop avait disparu. Ma sœur l'avait emportée avec elle. J'ai eu énormément peur pour elle, je l'ai appelée sur son téléphone. Elle m'a répondu, mais elle était en larmes. Elle m'a dit qu'elle en avait marre de sa vie, qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle en avait marre de ses animaux, et que pour eux, elle a trouvé une solution. Elle les avait poignardés. J'ai été horrifié d'entendre ça, puis elle a dit qu'elle allait faire la même chose avec elle-même, que le monde n'avait pas besoin d'elle, que personne ne l'aimait, qu'elle n'aurait jamais dû vivre. J'ai essayé de la calmer au téléphone tout en m'habillant pour aller chez elle, lui disant de se débarrasser de la figurine pop, que c'était elle qui la rendait comme ça. Mais elle ne m'écoutait pas. Puis j'ai entendu un horrible bruit. Elle s'était tranchée la gorge. J'ai hurlé son nom, mais plus de réponse. J'ai donc appelé les secours, et je suis parti vite chez elle. Quand je suis arrivé, les secours étaient déjà là, emmenant le corps sans vie de ma sœur. J'étais sous le choc, et je demandais s'ils avaient retrouvé une figurine pop à l'effigie de Mickey, mais ils m'ont dit que non. Je ne sais absolument pas où est maintenant cette figurine. Peut-être qu'elle est chez vous, peut-être que vous allez la recevoir. Je ne sais pas si c'est Disney qui est derrière tout ça, ni qui est le démon qui habite cette figurine. Mais faites extrêmement attention. Salut à tous. J'ai encore quelque chose à vous dire à propos de Disneyland Paris. Cette fois, ça concerne l'attraction, la Tour de la Terreur, vous savez, ce grand ascenseur qui vous arrache le cœur lors de ses descentes. Pour une fois, ce n'est pas à moi que l'histoire qui va suivre est arrivée, mais à mon ami Jérémy. Il ne m'en a parlé que très récemment, quand il a vu toutes les horreurs que Disneyland abritait. Il s'est dit qu'il pouvait m'en parler sans être pris pour un fou, et que dans le cas où je ne le croirais pas, il dirait qu'il s'agissait en fait d'une creepypasta pour ma chaîne. Je vais vous dire tout de suite que moi, je le crois. Chaque mot qu'il m'a dit est vrai pour moi. Surtout que, comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai moi-même vécu des choses étranges et dangereuses dans ce parc d'attractions. Ça s'est passé à la réouverture du parc après la période de confinement due au Covid. Il y est allé le jour même de la réouverture avec sa petite amie. Bien que Magali, sa petite amie, ne voulait pas trop y aller. Elle avait peur d'attraper la maladie et on peut la comprendre. Mais elle voulait aussi faire plaisir à Jérémy, donc elle a accepté quand même. Jérémy m'a raconté que sur la route, Magali n'arrêtait pas de lui dire qu'elle sentait qu'il allait arriver quelque chose. Elle avait peur d'une attaque terroriste. Jérémy l'a rassurée comme il a pu. Je ne vais pas détailler toute leur journée, je vais passer directement au moment où ils sont entrés dans l'attraction, la Tour de la Terreur. Parce que c'est dans cette attraction que les choses ont dérapé. Ils étaient à 2 dans la file quand un des cast-members est venu les voir. Il leur a demandé si ça les intéressait de passer devant tout le monde, à condition d'être seuls dans l'attraction, pour une petite expérience. Car ils avaient besoin de testeurs pour des nouvelles choses qu'ils avaient fait dans l'ascenseur. Les 2 amoureux se sont regardés, puis ont accepté, se disant que c'était une super opportunité pour eux. Aussi, ils n'auraient pas à attendre une demi-heure dans la file. Ils ont donc suivi le cast-member et se sont installés dans l'attraction. Assis sur les sièges habituels, ils ont mis leur ceinture. Alors qu'ils s'attendaient à monter,
ils ont senti que l'ascenseur descendait. C'était étrange, mais ils se sont dit que ça devait faire partie des nouveautés. Sauf qu'il semblait descendre pendant très longtemps. Au moins un bon 10 minutes. Et en plus, il descendait normalement, comme un vrai ascenseur et non une attraction. Jérémy et Magali se sont questionnés sur pourquoi. Et une voix s'est fait entendre dans l'attraction. Elle a dit « Ne vous inquiétez pas, tout ceci est normal. Vous arrivez au terme de votre voyage. » Alors que Jérémy a souri à Magali, en se disant qu'enfin ils allaient s'amuser, Magali, elle, n'a pas aimé le mot « terme ». Elle trouvait que la personne ayant prononcé les mots avait insisté fortement sur ce mot, et ça l'avait mis mal à l'aise. Elle en avait parlé à Jérémy, qui s'est un peu moqué d'elle en lui disant qu'elle était trop parano. Puis, l'ascenseur s'est mis à descendre beaucoup plus vite, un peu de la même façon que l'attraction classique. Sauf qu'ils ne s'y attendaient absolument pas, et qu'ils se sont mis à hurler. Puis l'ascenseur s'est arrêté brusquement, et la porte face au siège s'est ouverte. Devant eux, rien du tout. Ils ne voyaient absolument rien. Ils ont senti comme un petit courant d'air. Puis, les portes se sont refermées. Et l'ascenseur s'est remis à descendre. Mais cette fois, toutes les lumières de l'attraction avaient disparu. L'ascenseur descendait doucement. Jérémy m'a dit qu'il entendait Magali gémir et commençait à pleurer. Il lui a demandé si elle allait bien. Oui, cette question est stupide, mais elle a répondu en pleurant qu'elle avait mal à la tête et qu'elle entendait sa petite sœur pleurer dans sa tête. Jérémy ne savait pas trop quoi faire. C'est la première fois que Magali lui faisait ça. Et il se disait que c'était peut-être à cause de l'obscurité et de la chaleur, parce qu'il faisait très chaud dans l'attraction. Il a alors dit à voix haute que sa copine ne se sentait pas bien et qu'il fallait arrêter l'attraction. Mais il n'y a eu aucune réponse. Plus l'ascenseur descendait, plus il entendait Magali pleurer. Jérémy n'en pouvait plus d'entendre sa copine pleurer. Il a essayé d'enlever la ceinture, mais elle ne se décrochait pas. Il s'est alors mis à hurler d'arrêter l'attraction, que ce n'était pas normal. Et après encore 2 minutes de descente, l'ascenseur s'est arrêté. Et les portes se sont ouvertes. Encore, face à de l'obscurité, sauf que cette fois, il y avait des hommes en costume noir qui avaient des lampes de poche et qui sont entrés dans l'attraction. Ils ont éclairé Magali, qui avait le visage plein de larmes et se tenait le visage entre les mains. 2 des hommes sont venus la détacher, puis l'ont emmenée en dehors de l'attraction. Elle ne réagissait pas. Elle n'a même pas essayé de regarder Jérémy, qui pourtant hurlait son prénom. Il essayait de se dégager, mais il n'y arrivait pas. Puis, quand Magali et les hommes ont disparu dans l'obscurité, les portes se sont refermées. Jérémy continuait de hurler, mais personne ne répondait. Puis l'ascenseur s'est mis en route, mais vers le haut cette fois-ci. La montée a duré environ 10 minutes avant que les portes ne se réouvrent, et ils se sont retrouvés devant l'entrée de l'attraction. Ce qu'il ne comprenait pas car il a eu l'impression que la descente avait été plutôt longue. Le casse-membre est venu à la rencontre de Jérémy et lui a enlevé la ceinture. Jérémy lui a aussitôt sauté dessus. Il lui a hurlé dessus demandant où était sa copine. Le casse-membre lui a répondu que Magali l'attendait juste dehors devant l'attraction, qu'elle avait été emmenée parce qu'elle était malade. Jérémy s'est dépêché de se rendre dehors et effectivement, il y avait Magali qui l'attendait. Elle ne pleurait plus et avait un grand sourire. Mais Jérémy avait remarqué qu'il y avait quelque chose de changé chez elle, bien qu'il ne sût pas quoi. Il s'est précipité vers elle et l'a pris dans ses bras. Magali restait debout, se contentant de sourire, elle ne disait pas un mot. Jérémy lui posait des questions, mais elle ne répondait pas. Au bout de quelques secondes, il s'est dit qu'elle devait être sous le choc et qu'il a décidé de l'emmener manger quelque chose dans un des restaurants du parc. Sur le chemin, elle ne parlait pas un mot, et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y avait aucun bruit dans le parc. Les gens autour de lui ne parlaient pas. Les gens dans les attractions ne criaient ou ne riaient pas. C'était vraiment bizarre. Il s'est arrêté au bout d'un moment tellement le silence devenait insupportable. Mais il n'y avait vraiment aucun son. Magali l'a sorti de son état en lui prenant le bras et l'emmenant vers le restaurant. Dans le restaurant, il n'y avait pas de clients. Un des serveurs a emmené le jeune couple vers une table à l'écart et les a invités à s'asseoir. Quand Jérémy s'est assis, des grosses ceintures se sont attachées à ses jambes et ses bras. Il ne pouvait plus bouger. Puis, le décor a changé, et il s'est retrouvé dans l'ascenseur. Il a hurlé, il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Pendant ce temps, Magali s'était assise à ses côtés, et l'ascenseur a fermé ses portes. Et Jérémy a remarqué que Magali n'était pas attachée à elle. Elle continuait de sourire. Puis, les lumières se sont éteintes, et l'ascenseur a commencé à monter, à une grande vitesse. Très grande vitesse. Puis, il s'est stoppé.
et a ouvert les portes face à une nouvelle fois de l'obscurité. Sauf qu'il y avait les mascottes qui sont entrées et se sont assis sur les sièges de l'attraction. Elle regardait droit devant elle. Voir ces Mickey, Minnie, Donald, Dingo, en peluche géante dans cet endroit, lui donnait la chair de poule. L'ascenseur s'est remis en marche vers le haut, et au bout de 5 bonnes minutes, les portes se sont ouvertes, devant la sortie de l'attraction. Les mascottes sont sorties, ainsi que Magali, qui attendait que le cast member vienne enlever la ceinture de Jérémy. Jérémy s'est précipité sur Magali, et lui a hurlé dessus. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait autour de lui, il y avait le bruit normal du parc, et ça l'a un peu rassuré. Voyant que Magali ne répondait pas, il l'a prise par le bras et l'a tirée vers la sortie du parc. Il ne voulait pas rester dans cet endroit. Il voyait que les gens le regardaient bizarrement, mais ne savait pas pourquoi. Il demandait sans cesse à Magali pourquoi elle ne parlait pas, mais celle-ci se contentait de sourire, et rien d'autre. C'est quand il est arrivé dans la voiture qu'il a compris. Elle n'avait pas de reflet. Magali n'existait pas vraiment. Elle était devenue une sorte de fantôme. Quand il a commencé à comprendre, Magali lui a fait un très grand sourire, et du sang a commencé à couler de ses yeux. Puis, elle a ouvert la bouche en grand, et s'est mise à hurler. Puis elle a disparu. Jérémy était sous le choc. Il a quand même appelé la police pour leur signaler que sa copine avait été enlevée à Disneyland. Les policiers y sont venus, et sont repartis après avoir parlé avec des gens du personnel. Ils se sont même mis à rire ensemble, d'après Jérémy. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont questionné personne, ils ont même ignoré Jérémy qui leur a demandé pourquoi elle ne faisait rien. Il s'est tourné vers l'entrée du parc, et il a vu les mascottes qui lui faisaient des grands signes. Jérémy ne pouvait rien faire d'autre. Il est donc parti vers sa voiture en se promettant de revenir dès qu'il pouvait et explorer les souterrains obscurs avec l'aide d'amis pour essayer de retrouver Magali. Parce qu'elle était dedans, il en était sûr. Il ne savait pas qui étaient les hommes en costume, ni pourquoi ils avaient enlevé Magali. Mais il allait le savoir un jour. Il fallait juste qu'il se prépare, avec des armes, et surtout, un plan. C'est pour ça qu'il m'en a parlé, pour que je l'aide à retrouver Magali. Nous sommes actuellement dans un hôtel pas très loin de Paris. Nous avons des armes à feu, des armes blanches. Nous sommes 4. Et on a un plan. Dans quelques jours, on découvrira la vérité sur Disneyland Paris. Alors comme ça, vous vous intéressez à cette affaire. Pourtant, tout le monde connaît cette histoire depuis bien des années. Je peux vous demander pourquoi vous voulez en reparler maintenant? C'est moi qui pose des questions, monsieur Geppetto. Vous devez répondre. C'est aussi simple que ça. Et si je refuse? En effet, rien ne vous oblige à répondre, mais si vous le faites, vous pourrez aider des gens qui sont probablement en danger. Bon. On va dire que j'ai envie de vous aider. Mais je ne raconterai rien de nouveau. Cette affaire, le monde entier la connaît. Même si personne ne m'a cru. Donc on va commencer par parler de votre jeunesse si vous le voulez bien. Vous avez été élevé par des personnes qui vous ont maltraité? Vous étiez le seul enfant de ce couple qui vous a adopté? Oui. Vous pouvez développer? Suis-je vraiment obligé de répondre à ces questions stupides qui n'ont rien à voir avec l'affaire? Si c'est pour faire pleurer les ménagères, ce n'est vraiment pas la peine de développer. Ce n'est pas pour faire pleurer, c'est juste que j'aimerais comprendre comment tout ceci est arrivé. Bon, alors oui. On ne peut pas dire que mes parents m'ont emmené à Disneyland. C'était corvée, école, punition. Vous n'aviez pas de frères et sœurs? Non, j'étais seul. Mon père m'avait adopté pour que je travaille avec lui. C'est la seule raison. Vous avez toujours été seul, d'après ce que l'on sait sur vous. Vous ne parliez à personne à l'école, toujours seul. Ouais. Les autres élèves ne m'approchaient pas. Ils avaient peur que le pauvre Geppetto leur refile des maladies. Parce que j'étais toujours sale et mal habillé. Et est-ce que vous avez essayé d'aller vers eux, d'essayer de leur parler? Non. Je pensais qu'ils allaient se moquer de moi. Donc je restais seul et je lisais des livres. C'est donc à ce moment que vous avez commencé à vous créer des amis imaginaires? Oui, j'en avais marre d'être seul. Un jour, j'ai volé une des poupées en porcelaine de ma mère. Je l'avais appelée Amy. J'ai passé des longues nuits à lui raconter mes misères. Ça me faisait du bien. Puis un jour, je commençais à travailler avec mon père. Il était menuisier. C'est lui qui m'a appris à travailler le bois. C'est à ce moment que j'ai commencé à créer ma nouvelle poupée, qui deviendrait mon amie. Sauf que votre père, voyant votre poupée, est devenu furieux et l'a détruit. Ouais.
et pendant de longues années, j'ai abandonné le projet. Vous avez rencontré Magdalena. Vous avez eu une longue relation avec elle? Magdalena, ouais. Je l'ai aimée plus que tout. Je lui ai tout donné. On allait avoir un enfant, mais ça s'est mal passé. Elle a perdu le bébé. Et finalement, elle a décidé de partir avec un autre homme, me laissant seule. C'est à ce moment que vous avez créé votre nouvelle poupée? Ouais, mais parlons plutôt de Pantin. Pendant des jours, des semaines, j'ai créé mon fils. Avec amour. J'ai tout fait pour le rendre beau. Le moindre petit détail était soigné. Mais quand j'ai eu fini, j'en ai pleuré tellement elle était magnifique. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Dites-moi. Je lui ai confectionné des petits vêtements et je l'ai habillé. J'étais tellement ému en le regardant. Il était très beau. J'étais très fier de l'avoir créé. Mon fils en bois. Mais à cet instant, vous saviez que ce n'était qu'un pantin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais pour moi, c'était un être vivant. C'était le fils que je n'aurais jamais eu. J'ai entendu dire que vous l'emmeniez partout avec vous. Au magasin, à la banque, à votre travail. Ce n'est pas un peu particulier? C'était mon enfant, mon fils. Les premiers jours, quand je rentrais du travail, je le voyais seul sur le canapé. Et je me disais qu'il devait se sentir seul. J'ai donc simplement décidé de l'emmener partout avec moi. On était à deux. On se sentait bien mutuellement. Vous connaissez Monsieur Jiminy? Ouais, cette espèce d'ordure. Je le déteste. C'est un de mes collègues. Il a fait du mal à Pinocchio. Il s'est amusé à lui dessiner des choses obscènes sur le visage alors que j'étais parti aux toilettes. Comment avez-vous réagi en voyant cela? À votre avis, vous feriez quoi si votre collègue dessine des bites sur le visage de votre enfant? Je deviendrais furieux, j'imagine. Voilà, je suis devenu furieux. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui lui ai planté ce tournevis dans l'œil. C'est lui. C'est Pinocchio. Est-ce que vous l'avez vu faire? Non, il me l'a dit quand on est rentré. Il m'a dit qu'il avait fait ça car j'étais triste à cause de lui. Donc, Pinocchio était vivant selon vous? Ouais, mais il ne l'a pas toujours été en vrai. Cette nuit, je l'ai vue. Elle. Attendez, qui ça, elle? Une sorte de dame blanche. Elle était à côté de Pinocchio, et il lui murmurait des trucs à l'oreille. Et d'un coup, elle a disparu. Puis Pinocchio a commencé à bouger. Elle regardait ses bras, ses jambes, ses mains. Puis il m'a regardé et m'a souri, en me disant « Papa ». C'était le plus beau moment de ma vie. Mon fils était devenu vivant. Mes longues prières avaient été entendues. Vous savez qui est cette dame blanche que vous avez vue? Non, et je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a offert le plus magnifique cadeau que j'aurais pu avoir. D'accord. Donc, vous dites que Pinocchio est devenu vivant. Mais d'après mes recherches, vous avez dit que devant les gens, vous lui avez ordonné d'être une simple poupée de bois, pour ne pas que des gens mal intentionnés lui fassent du mal. C'est exact. Il m'a toujours obéi. Je vais revenir à Monsieur Jiminy. Il dit que c'est vous qui vous êtes emparé d'un tournevis et que vous lui avez planté dans l'œil, parce que vous étiez énervé lorsque vous avez découvert sa blague. Vous vouliez le tuer. Si j'aurais voulu le tuer, ce n'est pas dans l'œil que je lui aurais planté ce fichu tournevis, mais dans le crâne. Ce n'est pas moi qui ai blessé cet imbécile. C'est mon fils. Pourtant, il affirme le contraire. Vous pensez vraiment qu'il va vous dire qu'il s'est fait agresser par un pantin en bois? Il fait très attention à son image, ce con. Il ne veut pas être mal jugé. Bon, d'accord. Admettons que ce soit Pinocchio qui ait agressé votre collègue. Vous lui avez dit quoi à votre fils? Je l'ai réprimandé, bien entendu. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas planter un outil dans l'œil des gens. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il était désolé, que je ne méritais pas un garçon comme lui. Qu'il fallait qu'il devienne un vrai petit garçon. C'est à ce moment que vous avez eu cette idée en tête? L'idée d'avoir un vrai petit garçon? Non. Pinocchio était pour moi un vrai garçon. C'était mon fils, et il le sera toujours. C'est lui en revanche qui a eu cette idée en tête tout le temps. Comment le savez-vous? Parce que vous allez trouver ça curieux, mais... Oh, vous savez, je pense que maintenant plus rien ne m'étonnera. Je vais ignorer cette remarque. Donc je disais que je pouvais savoir quand il disait la vérité. Son nez s'agrandissait quand il mentait. Je ne sais vraiment pas comment tout cela était possible, mais
Quand elle disait quelque chose qui n'était pas vrai, je voyais son nez s'allonger. Et à force, il ne montait plus. De toute façon, je l'aurais vu. Donc, vous êtes en train de dire que votre fils est un pantin en bois vivant qui a planté un tournevis dans l'œil de quelqu'un et que son nez s'allonge s'il dit des mensonges? Oui. D'accord. Venons-en à la principale question du pourquoi je suis ici. Connaissiez-vous Elliot Milo? Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre? Oui. C'était le fils de mes voisins. Étiez-vous en mauvais termes avec les Milo? Non. Ils étaient très gentils, ne me prenaient pas pour un fou. Ils m'invitaient souvent à boire un café. Et Madame Milo m'apportait souvent des gâteaux qu'elle faisait elle-même. Et Elliot? Elliot était un petit gars sympathique, toujours souriant. Il aimait jouer avec Pinocchio. Parfois, je laissais emmener Pinocchio avec lui durant toute une après-midi, et Pinocchio me racontait comment ils s'étaient amusés ensemble. Bien sûr, les parents d'Elliot ne savaient pas que Pinocchio était bel et bien vivant. Et Elliot, il aimait votre fils? Bien sûr, qui n'aimerait pas Pinocchio? Le jour du drame, que s'était-il passé exactement? Parce que je trouve ça curieux que votre fils se mette à massacrer cet enfant. Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Il a simplement voulu que je sois fier de lui, et que je sois heureux. C'est ce qu'il m'a dit. Vous savez, Pinocchio n'est pas un mauvais garçon. Il est d'une incroyable gentillesse. Votre gentil garçon a quand même tué un enfant de plusieurs coups de hache, lui a tranché la tête et lui a découpé la peau du visage. Il voulait me faire plaisir. Il ne voulait pas faire du mal à ce gosse. Alors dites-moi pourquoi, du jour au lendemain, Pinocchio aurait fait une chose pareille, étant donné qu'il s'amusait bien avec lui encore la veille. On s'était disputé le matin du drame. Et pour la première fois, je lui ai dit que j'aurais aimé un vrai petit garçon. Mais je le pensais pas, je vous jure. C'était sous l'énervement. Il est sorti de la maison en colère et je ne l'ai pas revu avant le soir. Couvert de sang. Et avec un masque sur le visage. Le visage d'Elliot. Et il m'a dit qu'il était maintenant un vrai petit garçon et m'a demandé si j'étais fier de lui. Comment avez-vous réagi en entendant ça? J'ai essayé de pas paniquer. Je lui ai dit de s'asseoir et de m'expliquer ce qu'il avait fait. Il m'a raconté qu'il avait été chez Elliot. Il m'a dit qu'ils avaient été dans sa chambre et que c'est là qu'il lui avait planté la hache dans le dos. Puis il lui a tranché la tête. Il m'a dit ça comme ça. Puis il m'a dit qu'ils avaient découpé le visage d'Elliot pour le mettre à sa place. C'est tout. Il riait quand elle m'a raconté ça. Il était certain que je trouverais ça génial et que maintenant qu'il était un vrai petit garçon, nous pourrions aller nous balader à deux sans qu'il fasse semblant d'être un pantin. Il était fou de joie. Que lui avez-vous dit alors? J'imagine que ça ne devait pas être très facile. En effet. Je lui ai dit qu'avant de sortir montrer son visage à tout le monde, je devais aller voir les voisins juste pour leur dire merci. Je savais pas quoi dire, vous savez. Et je voulais voir de mes yeux ce qu'il avait fait. Parce que même avec le visage du gamin sur la tête, je n'arrivais pas à me dire qu'il venait de massacrer un enfant. Il m'a dit qu'il devait venir avec moi. Je l'ai donc pris dans mes bras et je suis parti chez les voisins. La porte était ouverte. Je suis donc rentré sans frapper et j'ai suivi les gouttes de sang sur le sol, qui ont mené à la chambre du petit. Et là, j'ai vu l'épouvantable massacre. Il y avait ce petit corps plein de sang. Cette hache. Du sang partout. J'ai lâché Pinocchio par terre et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Et c'est à ce moment-là que les parents d'Elliot sont entrés dans la chambre. Sa mère a hurlé et s'est précipitée sur le cadavre du petit. Son père m'a attrapé et m'a mis des dizaines de coups de poing. Et je me souviens juste d'être réveillé à l'hôpital. La poupée est sous scellée maintenant, vous savez? Elle n'a jamais bougé.
Je sais. J'ai été accusé du meurtre, personne ne m'a cru. J'ai tout perdu. Mon fils, ma vie. Moi je vous crois, monsieur Geppetto. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez qui est sur cette photo? Oui, c'est... Pinocchio. Ce petit garçon? Oui, j'ai trouvé ce petit qui était seul dans votre ancien chez vous, lorsque je voulais faire des recherches sur le paranormal. Il était allongé, sur le divan. Il m'a dit qu'il avait fait quelque chose de mal, et que vous ne l'aimiez plus. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il était devenu un vrai petit garçon. Il faisait semblant d'être un pantin quand il m'a vu. Ce n'est pas possible. C'est vous qui me dites ça? Soyez sans crainte, votre fils va bien. On l'a confié à une famille d'accueil. Bien entendu, toute l'histoire sur son passé a été mise sous silence. Personne n'a cru à son histoire. Je voulais que vous sachiez que je vous crois, et que Pinocchio va bien. Maintenant il s'appelle Mathieu. Il ne vous a pas oublié, et il vous aime beaucoup. Bon, je dois y aller. Je voulais savoir toute l'histoire par simple curiosité. Merci de m'avoir accordé tout ce temps, monsieur Geppetto. Je fouillais dans mon grenier un samedi, tandis que mes parents allaient faire des courses à l'épicerie, quand je suis tombé sur une boîte étiquetée « Vieille Bande ». Curieux, j'ai ouvert la boîte pour trouver de vieilles cassettes VHS de diverses émissions de télévision. Celle sur le sommet de la pile a attiré mon attention à cause de quelque chose qui me semblait familier. Elle était appelée « Mickey et le miroir inversé ». Sur la couverture se trouvait Mickey Mouse, avec Donald, Dingo et Pat. Il y avait quelque chose de différent sur l'expression de leur visage. Donald avait l'air très déprimé et était assis par terre, tenant ses jambes. Dingo était sur le sommet du bateau de Pat, très fâché, le poing levé, et une de ses chaussures manquait. Et Pat pendait sur un côté du bateau, avec ses mains sur la poutre, en essayant de se hisser sur le haut, l'air dépressif. Mickey était le seul qui attira mon attention. Il était assis sur une botte de foin, un sourire démoniaque sur son visage. Un pied venait de derrière la botte de foin, et Mickey tenait une fourche avec quelque chose s'égouttant dessus. J'étais vraiment impatient de le regarder, alors j'ai fermé la boîte et je suis descendu au sous-sol pour mettre la VHS et attendre que ça commence. Après environ 2 minutes, se trouvait un écran noir avec des vagues de son qui s'estompent, quand une image du Mickey vint sur l'écran et apparut au milieu d'un crâne avec une croix en tibia avant de faire un fondu au noir. Ça commençait par une belle journée en montrant Pat tirant son bateau dans le port, et il était vraiment à cran. La vidéo se distordit durant quelques secondes, et montrant Dingo sortant de la grange à nouveau. Cette fois, il courut jusqu'à Pat, l'attrapa et le fouetta sur un mur de la grange sur une pile de foin. Après ça, on voyait le visage de Dingo extrêmement en colère pendant quelques secondes. Juste après, les mots 10 minutes avant apparurent. On vit alors Mickey sur une colline avec Dingo et Donald, regardant un miroir. Tous trois avaient une expression de peur sur leur visage. Mickey s'approcha du miroir, mais un éclair le cassa. Dingo et Mickey allaient bien, mais Donald était tombé de la colline car il avait trop reculé pendant la foudre. La vidéo se déforma à nouveau et j'entendis un rire malsain. On revit alors le miroir brisé et des éclats de verre pleins de sang éparpillés partout sur l'écran, qui se réparaient au fur et à mesure. Mickey regarda autour de lui et on vit Dingo qui courut au bas de la montagne. Mickey regarda alors le miroir. Soudain, une main sinistre venant d'une ombre malsaine l'attrapa et le détruisit au fur et à mesure. Ses vêtements étaient déchirés et le faisaient ressembler à une bête. L'écran recommença à se tordre dans tous les sens, mais on apercevait toujours Dingo descendre le bas de la montagne, tombant sur des pierres coupantes. Maintenant, on le voyait avec des coupures sur lui, partout, plein de sang coulant sur son corps. On ne voyait pas trop ce qui se passait, mais on pouvait l'apercevoir se traînant par terre. Puis, on voyait l'intérieur de la grange avec le miroir, où on voyait une silhouette avec un autre Mickey possédé par le mal qui prend Mickey dans son miroir. À ce moment, une lumière dévoila la silhouette.
On voyait la version sombre de Donald. On voyait aussi la version sombre de Dingo qui arrivait. Tous les trois commençaient à tourner en rond, et pendant 5 minutes, on entendait les bourdonnements. Puis, les mots « après Pat » apparurent à l'écran. On voyait aussi Dingo recouvert d'un liquide sombre qui coulait partout sur lui. Mickey et Donald brûlèrent leur bateau, et tous trois marchèrent droit devant eux. Au bout d'un moment, ils regardèrent tous l'écran, comme s'ils me regardaient pour de vrai. Ils marchèrent alors droit sur l'écran. Pendant qu'ils marchaient, leurs dents devenaient de plus en plus tranchantes, et le bec de Donald tomba. Le bourdonnement recommença, mais super fort. On voyait ensuite la ville dans l'incendie, et sur le coin de l'écran, une tombe marquée Pat s'enflamma, et une main sortit de l'écran. J'ai bondi à droite de mon canapé, et j'ai vite pris la télécommande pour éteindre la télé. Après ça, j'entendais toujours ce bourdonnement dans ma tête. J'ai pris la vidéo et toutes les autres boîtes et les brûlais, car je ne voulais pas savoir ce qu'il pouvait y avoir de pire. La seule chose dont je me rappelais, avant de brûler la cassette, c'était son couvercle. Il avait changé. Leur visage me regardait avec ses sourires malsains qui me faisaient du mal. Mais la chose que je n'oublierai jamais, c'était que quand j'ai mis la cassette dans la jaquette et que je l'ai retournée, au dos, on les voyait tous les trois déprimés, avec une ombre les attrapant et les maintenant dans le miroir. Alors voilà, il y a 2 ans, mes potes et moi on a essayé de rester dans le parc après l'heure de fermeture. Notre but était seulement de prendre des photos, rien de méchant. On voulait juste pouvoir dire qu'on l'avait fait, vous voyez. On est simplement allé de WC en WC, de recoin en recoin, et on est arrivé à rester là jusqu'à ce qu'ils ferment les portails et que l'équipe de maintenance commence son travail. On a été vraiment surpris de ne pas se faire prendre. C'en était presque étrange quand on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité. Nos cœurs battaient comme si nous étions fous, et on s'est assis là pendant un moment, cachés derrière une pierre tombale pas loin du manoir hanté. On a remarqué que c'était bien vrai. Les noms des membres du personnel de Disney étaient gravés sur chacune d'elles. Donc, on a fini par prendre notre courage à 2 mains, et on est parti rôder aux alentours, en faisant toujours attention de ne pas se faire voir. C'était vraiment étrange. On croisait parfois un employé de maintenance ou un garde qui faisait sa ronde, et on se contentait de l'esquiver ou de se cacher à un angle. Ça a marché, pendant une 30aine de minutes. Évidemment, on ne pouvait pas continuer ça éternellement. Et oui, on s'est fait prendre. Je veux dire, ils nous ont félicité pour avoir tenté et réussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La première chose qu'on a dit quand ils nous ont pris, c'était « Vous allez nous enfermer dans le donjon ?» Et on s'est mis à rire. Le garde a rigolé aussi. On ne s'en sortait pas si mal. Il nous a dit qu'on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture, mais il voulait savoir comment on y était parvenu. On lui a expliqué, et il s'est mis à rire en disant que ce n'était pas un mauvais plan. Puis, il a dit qu'il devait nous emmener dans les cachots du parc pour une interrogation plus poussée, ce qu'on a trouvé étrange. Mais on s'attendait depuis le début à ce que si on était pris, on atterrirait là-bas. C'était peut-être notre plan depuis tout ce temps, sans doute. On voulait voir les catacombes, plus qu'on voulait rester dans le parc hors des heures d'ouverture. Alors, il a appelé d'autres employés pour l'aider à nous escorter, et on s'est mis en route vers Toontown. Puis, nous sommes descendus dans un ascenseur. Tout droit en enfer. La première chose qu'on a remarqué, c'était à quel point l'ascenseur semblait cher. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile à expliquer. L'intérieur était fait d'acier inoxydable, avec des miroirs sur chaque paroi, et le plancher était recouvert d'une moquette rouge minable. Mais il avait l'air cher, et il n'y avait que 2 boutons dans la cabine, sans compter les boutons d'urgence, montée et descente. J'ai oublié de mentionner qu'ils ne nous ont jamais passé les menottes, ni attaché les mains. Ils ne faisaient que marcher à nos côtés, s'attendant à ce qu'on les suive. Non qu'on ait pensé à s'enfuir. Je veux dire, ces types semblaient sympas. Comment on aurait pu s'attendre à ce qui allait suivre? L'ascenseur s'est arrêté et on a emprunté ce couloir immaculé qui a embaumé le Javel. Il n'y avait aucune porte de quelque côté que ce soit. Un couloir entièrement vide et uni. On a marché ce qui nous a semblé être une éternité, et plus personne ne parlait. Il y avait moi, mes amis, le gardien et 2 autres agents de maintenance. Finalement, on a atteint une lourde porte métallique munie d'un code d'accès et d'un lecteur de badge.
Un des employés y a glissé sa carte. L'autre a tapé le code sur le clavier. J'ai vu les nombres qu'il avait tapés. 12, 15, 66. Si je m'en rappelle encore, c'est que j'ai découvert plus tard à quel point ces chiffres étaient chargés de sens. Et quand j'y repense, ça me fait rire. C'est vraiment étrange que j'arrive à rire de ça en y repensant. Ils nous ont conduits, moi et mes amis, vers un autre corridor. Celui-ci avait plusieurs portes aménagées de chaque côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté, en haut à droite. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital, pour être honnête, pas tellement une prison. On est arrivé à la salle 1901, et il s'y trouvait un unique bureau, avec 3 chaises à prêter pour moi et mes 2 amis. Puis, ils nous ont laissés seuls ici, fermant la porte derrière eux. On s'était alors assis sur les chaises comme des gamins obéissants, et on a attendu leur retour. Mais ils ne sont jamais venus. On a patienté 2 heures et on n'a vu personne. Tim s'est approché de la porte, et curieusement, elle n'était pas verrouillée. Il ne l'a pas ouverte cependant. Il craignait qu'il y ait un garde dehors et qu'il pense qu'on cherchait à s'échapper, et on ne voulait pas chercher plus d'embrouilles. Alors, on a laissé passer encore genre 25 minutes, mais on commençait vraiment à s'impatienter, et on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure. Aucun signe de vie, rien. On a commencé à appeler, mais personne n'a répondu à nos appels. On a remarqué que des caméras de surveillance étaient placées au-dessus de chaque porte, et on s'est demandé s'il y avait la moindre âme qui vive dans cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais encore une fois, comment on aurait pu savoir à ce moment que c'était le mieux à faire? Toutes les portes se ressemblaient, et toutes portaient un numéro propre. Ils n'étaient pas dans l'ordre, les nombres étaient dispersés. Par exemple, notre cellule était la salle 1901, mais la porte suivante portait le numéro 1205. On y a un peu réfléchi, et on a fini par supposer que le numéro était attribué au hasard. On marchait le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait, ce qu'on espérait trouver, ou simplement si ça avait de l'importance. Guy a décidé qu'on devait juste partir. D'après lui, s'ils avaient vraiment besoin de nous ici, ils seraient revenus. Et c'était peut-être juste une tactique pour nous effrayer. Il voulait sans doute juste nous faire croire qu'on avait été arrêtés, et il nous attendait dehors en rigolant. J'étais vraiment las de tout ça. Tim, lui, était resté calme pendant tout ce temps, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Il était plus intéressé par les petites fenêtres qu'il y avait sur le coin des portes. C'était pas une bonne idée. J'ai essayé de lui dire, bien sûr, mais on n'écoute pas sa raison quand on flippe comme on flippait à ce moment. Et là, on flippait à mort. Les caméras au-dessus des portes avaient un système de détection de mouvement, et suivaient nos errements à travers le couloir désert. Une petite lumière rouge en dessous de l'objectif qui clignotait chaque seconde. On n'entendait pas un bruit, à part notre respiration. Puis c'est arrivé. On avait atteint le bout du couloir. Malheureusement, la porte avait un autre code. Et j'ai essayé celui d'avant, celui que je les avais vus entrer tout à l'heure. Mais il était invalide. À ce moment précis, les lumières se sont éteintes et on a entendu les portes. Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Ces putains de portes sont ouvertes, tout alignées le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas, comme si elles heurtaient avec force le mur derrière elles. Comme je l'ai dit, après avoir tapé le mauvais code, les lumières se sont éteintes et les portes se sont ouvertes, sauf celle avec le code. On avait aussi remarqué qu'au moment de l'ouverture, un peu de lumière s'échappait par les portes. On est resté là, abasourdi, pendant 5 bonnes minutes, sans savoir quoi faire. On a supposé qu'on venait d'enclencher une alarme et que c'était juste le protocole, une manœuvre normale en cas d'évasion. Qu'est-ce qu'on était supposé penser? Alors, on est retourné sur nos pas en s'éloignant de la porte verrouillée. Pour une raison ou une autre, on s'est mis à paniquer, et on a été pris d'une envie de courir. On s'est pas concerté. C'était comme si, à ce moment précis, on avait tous su qu'on devait le faire. L'instinct. Comme un bébé gazelle qui sait quand elle doit fuir le lion. On était dans la tanière d'un lion d'ailleurs. On n'a pas commencé à regarder par les portes avant d'en avoir dépassé une dizaine. Devant chaque ouverture se tenait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les autres personnages de Disney. C'était dément et on a crié aussi fort que nos poumons le permettaient. Je sais ce qu'on dit, ne regarde jamais derrière toi tant que tu cours. Mais je l'ai fait. Ils quittaient leur cellule et ils nous suivaient. Ils ne couraient pas, ils se contentaient de marcher nonchalamment. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant, presque comme s'ils savaient qu'on n'avait nulle part où aller.
Aujourd'hui, je me demande si tout ça n'était pas que dans ma tête, juste à cause de la peur et de la pure panique qu'on vivait à ce moment. Mais je le jure sur la vie de ma mère, que j'ai entendu se jouer It's a Small World à travers un interphone. J'ai une grande peur des poupées, et l'attraction m'a toujours effrayé. Et maintenant, je les voyais. Les petites poupées mécaniques se tenant dans l'encadrement des portes alors qu'on passait. Les personnages en costume nous suivaient toujours. Les poupées ne nous pourchassaient pas, Dieu merci. Je crois que j'aurais fait une attaque si je les avais vues suivre l'escorte. Ça n'arrangeait pas tant que ça les choses, je veux dire. Combien de fois avez-vous été suivi par un groupe de gens costumés, apparemment disposés à vous dévorer vivant? Du moins, c'est ce que je me disais pour me persuader de continuer à courir. S'arrêter signifiait se faire dévorer par un putain de Donald. Je sais pas pour vous, mais c'est pas comme ça que je veux mourir. Tim pleurait, Guy transpirait et respirait fort, et j'ai tourné la tête pour voir si on était toujours suivi. Bien sûr, on l'était. Je ne suis plus sûr de combien de portes on avait dépassé à cet instant, ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune. Mais je savais que ce couloir avait une fin et on allait sortir de là rapidement. Plus facile à dire qu'à faire. Après 1 ou 2 minutes de course, j'ai à nouveau regardé en arrière, et j'ai vu qu'on ne pouvait plus rien voir derrière nous. J'entendais toujours le bruit de leurs pas, mais je suppose qu'on était trop loin pour les voir et qu'ils continuaient de marcher normalement. Le couloir se poursuivait sur ce qui semblait être une éternité, et Guy a eu besoin de s'arrêter, où il allait tomber d'épuisement. La porte à côté de nous était ouverte, la lumière allumée, mais rien dans la pièce. J'ai décidé qu'on se cacherait ici le temps qu'on reprenne nos souffles, et qu'on puisse continuer à avancer. Alors qu'on fermait la porte derrière nous, j'ai remarqué qu'elle portait le numéro 1966. Encore une fois, ça ne nous évoquait rien à ce moment. Tim arpentait la pièce. Guy était allongé par terre, respirant toujours aussi fort, et j'étais à la fenêtre. Je ne voyais rien dehors, plus de musique, plus rien. Il faisait sombre dans le couloir, et c'était difficile d'en être sûr, mais je suppose que j'aurais pu voir des formes, des ombres, n'importe quoi. J'ai continué à regarder. Après une quinzaine de minutes, Guy a dit qu'il était prêt à repartir. Tim était le seul parmi nous assez malin pour sortir son nouveau smartphone. Aucun signal, évidemment. Il a ouvert la porte lentement, mais on n'entendait aucun bruit de pas. Plus rien ne nous suivait. Mais on a pris le risque, on s'est remis à courir. Ça ne nous a pris que 7 minutes de plus pour atteindre la porte. Elle n'avait pas de code, et elle était ouverte. On est entré dans le corridor d'avant, et Dieu merci, il n'y avait aucune porte. On a couru jusqu'à l'ascenseur, on a pressé le bouton monter, et on s'est regardé. Encore éberlué par ce qui venait de se passer, aucun de nous ne parlait. On a juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre. On est retourné à Toontown, et on a commencé à se diriger vers le portail principal. On a fait profil bas, utilisant la même technique d'esquive qui nous a emmenés ici. Les employés de maintenance et les responsables de sécurité étaient toujours là, mais on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Finalement, Tim n'a plus tenu et est parti en sprintant. Je ne voyais pas ce qui avait pu le mettre dans cet état, jusqu'à ce que je vois que tout le monde dans le parc était immobile, nous fixant, le visage blême. La voix dans les haut-parleurs disait que 3 fugitifs s'étaient échappés et devaient être raccompagnés à leurs cellules. On a immédiatement rattrapé Tim. Des personnages en costume ont jailli des ombres, des employés et des gardes derrière eux. Tout le monde nous courait après. Je n'y voyais pas clair, mais je pouvais imaginer la bave dégoulinant de leur gueule. Ils voulaient qu'on retourne là-dessous. On s'était échappé, et ils étaient furieux. Le portail était tout près. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'on n'entendait rien à part la voix dans l'interphone. Aucun bruit de fond, aucun son de la part des employés, même maintenant, alors qu'on courait apparemment pour nos vies. Les personnages, les employés, les gardes, aucun d'entre eux ne nous adressait le moindre mot. Aucun ne criait, aucun nous disait de nous arrêter. Rien que le bruit de nos pas, et parfois Guy qui suffoquait. Même après qu'on soit arrivé à passer le portail principal du parc, on a continué à courir jusqu'au parking. La voiture n'était plus là, et on était planté là sans savoir quoi faire. On a continué à pied sur la route pendant des kilomètres, en s'arrêtant parfois pour reprendre notre souffle. On a continué jusqu'à atteindre une petite station-service, où Tim a réussi à appeler un taxi. Il nous a reconduits à l'hôtel où on dormait, on a payé la course et chacun est retourné dans sa chambre. Finalement, le lendemain, on a reçu un appel du bureau d'accueil de l'hôtel, et on s'est présenté en bas. Il y avait des officiers de police qui nous attendaient. Ils nous ont dit que notre voiture avait été mise à la fourrière et on a dû payer l'amende. Ils ne nous ont rien demandé de plus,
et on ne s'est pas embêté à dire à la police ce qui nous était arrivé hier. Même maintenant, des gens qui n'ont aucune raison de ne pas me croire continuent à le faire. Alors comment le pourrait un homme de loi? On les a pas ennuyés avec ça. On a juste payé l'amende et on est rentré chez nous. Pendant tout le trajet du retour, personne n'a parlé de ce qui s'était passé. Ce n'est que 2 semaines après que je me suis mis à chercher les numéros dont je me souvenais. Simple curiosité, je suppose. Comme vous le savez sans doute, Walt Disney est né le 5 décembre 1901. La chambre où on se trouvait était la 1901, et celle d'à côté, la 1205. De plus, il est mort le 15 décembre 1966. Ce qui était le code que l'employé avait entré pour nous conduire dans l'hôtel principal. Quelle étrange coïncidence, je me suis dit. Est-ce que tout ça est bien vrai? J'en sais rien. Peut-être que c'était juste notre imagination. Nous étions fatigués. Il était à peu près 1h du matin quand on s'est échappé. Alors c'est possible que ce soit ça. N'empêche, j'oublierai jamais. Je ne suis plus jamais revenu depuis. Près de la ville de bord de mer d'Emerald Isle, en Caroline du Nord, Disney a commencé la construction du palais de Mowgli à la fin des années 1990. Le concept était une jungle avec, vous l'avez deviné, un grand palais au centre de tout le truc. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, alors vous devriez vous souvenir de l'histoire, le livre de la jungle. Si vous ne l'avez jamais lu, alors vous devriez au moins connaître le dessin animé de Disney de ces dernières décennies. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle, essentiellement élevé par des animaux et en même temps menacé et poursuivi par d'autres animaux. Le palais de Mowgli a été dès le début une entreprise controversée. Disney a acheté une tonne de terre à des prix élevés pour le projet, et il y avait effectivement un scandale autour de certains achats. Le gouvernement local a revendiqué l'exportation sur des maisons, puis ils ont vendu les propriétés à Disney. À ce moment, une maison qui venait d'être construite fut immédiatement condamnée sans la moindre explication. Le terrain saisi par le gouvernement était censé servir pour un projet d'autoroute. Sachant très bien ce qui se passait, les gens ont commencé à l'appeler Mickey Mouse Highway. Puis, il y a eu un concept art. Une série de t-shirts Disney qui avait en réalité été créée pour une réunion de ville. Ils avaient l'intention de dire à tout le monde à quel point ce projet allait être lucratif pour tous. Quand ils ont montré le projet, ce palais indien gigantesque, entouré par la jungle, avec des hommes et des femmes en pagne et des engins tribaux, eh bien inutile de dire qu'ils ont tous flippé. Nous parlons d'un grand palais indien, de jungle et de pagne, non seulement en plein milieu d'une zone riche, mais aussi d'une zone un peu xénophobe du sud des USA. C'était un mélange discutable à ce moment de l'histoire. Un membre de la foule a tenté de prendre d'assaut la scène, mais il a rapidement été maîtrisé par la sécurité après avoir réussi à briser l'un des panneaux de présentation sur son genou. Disney a pris cette communauté et l'a écrasée sur son genou. Les maisons ont été rasées, la terre a été effacée, et les gens n'ont rien pu faire ou dire à ce sujet. La télé locale et les journaux étaient contre la station au début, mais une connexion entre les médias de Disney et les sites locaux est entrée en jeu et leurs opinions ont changé. Donc de toute manière, Treasure Island, les Bahamas. Disney a fait couler ses millions. La même chose s'est produite avec le palais de Mowgli. La construction s'est achevée. Les visiteurs ont effectivement séjourné à l'hôtel. Les habitants ont fait face à tous les désagréments habituels associés à une tonne de touristes perdus et en colère. Puis, ça s'est tout simplement arrêté. Disney a fermé le palais de Mowgli et personne n'a su quoi penser. Mais ils étaient très heureux à ce sujet. L'échec de Disney était assez drôle et merveilleux pour un grand nombre de personnes qui ne voulaient pas de ce truc. Honnêtement, je n'ai plus repensé à ce lieu depuis sa fermeture, il y a plus d'une décennie. J'ai vu peut-être à 4 heures d'Emerald Isle. Vraiment. Je n'ai entendu que des rumeurs, et je n'ai rien expérimenté. Puis, j'ai lu cet article d'une personne qui avait exploré le parc de Treasure Island, et avait posté tout un blog sur tous les putains de trucs qu'il avait trouvés. Juste des trucs laissés pour compte. Les choses cassées, défigurées, probablement ruinées par les anciens employés mécontents d'avoir perdu leur emploi. Bordel, les habitants des alentours avaient vraiment une dent contre cet endroit. Les gens là-bas étaient en colère à cause de Treasure Island, tout comme les gens à propos du palais de Mowgli. De plus, il y avait des rumeurs qui disaient que Disney avait déversé ses aquariums dans les eaux locales quand le parc a fermé, y compris des requins. Qui hésiterait à prendre quelques souvenirs après cela? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce blog sur Treasure Island m'a fait réfléchir.
Même si de nombreuses années se sont écoulées depuis sa fermeture, j'ai pensé que ce serait cool de faire une exploration urbaine au palais de Mowgli. Prendre des photos, écrire mon expérience, et probablement voir s'il y a quelque chose que je peux prendre comme souvenir. Je ne vais pas dire que je n'ai pas perdu du temps pour y arriver, parce qu'honnêtement, il m'a fallu 1 an après avoir trouvé l'article de Treasure Island pour me déplacer et aller à Emerald Isle. Au cours de cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le parc du palais. Du moins, j'ai essayé. Naturellement, aucun site officiel de Disney ne faisait mention de cet endroit. Tout avait été nettoyé. Plus étrange encore, apparemment, personne avant moi n'avait pensé à bloguer à propos de l'endroit, ou même de poster une photo. Aucun des sites de télévision, ni aucun journal local n'avait fait d'article à propos de l'endroit. Mais c'était à prévoir, car ils ont tous entravé les dessins de Disney. Ils ne seraient pas du genre à montrer leur embarras devant tout le monde, vous voyez. Récemment, j'ai appris que les entreprises pouvaient effectivement demander à Google, par exemple, de supprimer certains liens des résultats de recherche, essentiellement sans raison valable. Avec du recul, ce n'est sûrement pas parce que personne ne parlait du parc que je ne trouvais rien à ce sujet, mais parce que l'info était inaccessible. Donc en fin de compte, je pouvais à peine trouver l'endroit. Tout ce que j'avais, c'était une vieille carte que j'avais reçue par la poste dans les années 90. C'était un article promotionnel envoyé aux personnes qui étaient récemment allées au Disney World. Et je pense que comme je n'y étais pas allé dans les années 80, celle-ci devait être la plus récente. Je n'ai pas vraiment eu l'intention d'y aller. Ce qui m'a poussé étaient mes livres et bandes dessinées de mon enfance. Je ne m'en souviens que quand je faisais mes recherches, et encore, il m'a fallu quelques semaines pour trouver le bac de rangement où mes parents les avaient mis. Mais je l'ai trouvé. Les informations locales ne m'ont été d'aucun secours, car la plupart étaient des riverains qui avaient emménagé à la plage au cours des dernières années. Ou d'anciens résidents qui se moquaient de moi et qui me faisaient des gestes vulgaires la deuxième fois où j'essayais de dire « Où puis-je trouver le palais de Mowgli ?» La carte m'a directement mené à un long couloir. Les plantes tropicales avaient envahi la zone, mélangées avec des espèces de flore locales qui actuellement appartenaient à cet endroit et avaient tenté de reprendre leurs droits. J'étais en admiration quand je suis arrivé au portail d'entrée du parc. D'énormes portes en bois monolithiques dont les supports de chaque côté étaient comme s'ils avaient été coupés dans des séquoias géants. La porte elle-même était creusée à plusieurs endroits par des insectes. Sur la porte, il y avait une feuille de métal, sûrement un débris, avec des lettres peintes à la main, griffonnées en noir, Abandoned by Disney. Il était clair que certains employés voulaient faire une petite protestation. Les portes étaient suffisamment ouvertes pour y entrer, mais pas en voiture. J'ai donc pris mon appareil photo numérique et la carte, dont le verso montrait un plan du parc, et je me suis mis en chemin à pied. Le terrain à l'intérieur était tout aussi envahi que la porte d'entrée. Les palmiers étaient en friche et en lambeaux entre les piles de leurs noix de coco. Les bananiers étaient dans le même cas, dans leurs déchets puants. Il y avait cette sorte de conflit entre l'ordre et le chaos, comme les rangées de fleurs soigneusement plantées et mélangées aux mauvaises herbes hautes et désagréables, et aux champignons noirs puants. Tout ce qui restait des structures extérieures avait été brisé, ou il n'en restait que du bois pourrissant et des objets calcinés non identifiables. Ce qui avait sans doute été un bureau d'information ou un bar en plein air n'était plus qu'un tas de débris de toutes sortes dispersés par les vandales et ravagés par le temps. La chose la plus intéressante sur le terrain était une statue de Baloo, l'ours amical du livre de la jungle, qui se trouvait dans une sorte de cour en face du bâtiment principal. Il était figé, regardant le vide dans un stupide sourire à pleines dents, sa fourrure recouverte de merde d'oiseaux et du lierre autour de son socle. Je me suis approché du bâtiment principal, le palais, pour découvrir l'extérieur du bâtiment couvert de graffitis, là où la peinture d'origine n'avait pas été pelée et rongée. Les portes d'entrée n'étaient pas seulement ouvertes, elles avaient été retirées de leur gonds et avaient été volées. Au-dessus des portes d'entrée, quelqu'un avait encore une fois peint « Abandoned by Disney ». Je souhaiterais pouvoir vous parler de tous les trucs super que j'ai vus à l'intérieur du palais. Statues oubliées, caisses enregistreuses abandonnées, une société secrète à part entière de clochards sans abri. Mais non. L'intérieur du bâtiment était si frappant, si vide, je suis sûr que les gens avaient volé les ornements des murs. Tout ce qui était trop gros pour être volé, compteurs, bureaux, faux arbres géants, était laissé au milieu de cette pièce, vide, qui amplifiait chacun de mes pas. J'ai vérifié le sol et je me suis dirigé à tous les endroits qui pouvaient sembler intéressants. La cuisine était, comme vous imagineriez, une usine de nourriture industrielle, avec des appareils dans tous les coins, pas de frais épargnés. Chaque surface de verre était brisée, chaque porte
hors de ses gonds, chaque surface métallique brosselée. L'endroit tout entier sentait comme de la trève épice. L'énorme chambre frigorifique, qui n'était même plus refroidie maintenant, contenait des rangs et des rangs d'étagères vides, des crochets suspendus au plafond, probablement pour accrocher des tranches de viande, et comme je me tenais à l'intérieur depuis un moment, j'ai remarqué qu'ils se balançaient. Chaque crochet se basculait dans une direction aléatoire, mais leurs mouvements étaient si lents et petits qu'il était presque impossible de les voir. J'ai supposé qu'ils étaient causés par mes pas, alors que je me suis arrêté, et j'en ai pris un dans mon poing. Puis je l'ai lâché soigneusement, et en quelques secondes, il a recommencé à se balancer une fois de plus. Les salles de bain étaient dans le même état que le reste de l'endroit, tout comme le parc de Treasure Island. Quelqu'un avait cassé méthodiquement chacune des commodes de porcelaine avec des noix de coco et d'autres objets. Il y avait un demi-pouce d'eau puante sur le plancher, donc je ne suis pas resté longtemps. Ce qui est étrange, c'est que les toilettes et les lavabos, et les bidets dans les chambres des dames, étaient tous mouillés, ou coulaient librement. Il me semblait pourtant qu'ils avaient dû fermer les robinets il y a très longtemps. Il y avait beaucoup de chambres dans le parc, mais naturellement, je n'ai pas eu le temps de tous les regarder. Le peu que j'ai vu étaient toutes pareilles, inondées, et je ne m'attendais pas à trouver quelque chose là-bas. En fin de compte, j'ai pensé qu'il devait y avoir une télé ou une radio dans une des chambres quand il m'a semblé avoir entendu une légère conversation à l'intérieur. Bien que ce fût comme un murmure, sans doute ma propre respiration en écho dans le silence, ou simplement le bruit de l'eau qui coulait et jouait dans mon esprit. Ça ressemblait à ça. Je ne le crois pas. Je ne le savais pas, je ne le savais pas. Ton père te l'avait dit. Je sais, ça semble ridicule. Je vous ai dit simplement ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui courait dans cette chambre. Ou pire, des vagabonds qui étaient là et qui m'auraient probablement poignardé. En retournant aux portes dans le palais, j'ai remarqué que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit et que j'avais perdu mon chemin. En regardant par la porte, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour que j'avais apparemment manqué. Quelque chose qui pourrait me donner au moins une chose à montrer pour toute ma peine, même si c'était juste une photo. Il y avait une statue presque réelle d'un python. Peut-être 80 pieds de long, enroulé et s'éblouissant sur le piédestal en plein milieu de la zone. Comme le soleil a commencé à apparaître, la lumière a éclairé l'objet de la façon parfaite pour une photographie. Je me suis approché du python et j'ai pris une photo. Ensuite, je me suis tenu sur mes orteils et j'en ai pris une autre. Je me suis approché de plus près pour avoir les détails sur son visage. Lentement, le python a levé la tête, m'a regardé droit dans les yeux, s'est tourné et a glissé de son piédestal pour rejoindre l'herbe, puis les arbres. Tous ces 80 pieds. Ma tête avait déjà disparu depuis longtemps dans les bois avant que sa queue ne quitte l'endroit. Disney avait libéré tous ces animaux exotiques sur le terrain. Là, sur ma carte, il y avait la maison des reptiles. J'aurais dû le savoir. J'avais été informé sur les requins de Treasure Island, et j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait pareil ici. J'étais abasourdi, complètement stupéfait. Ma bouche devait être grande ouverte jusqu'à ce que je redescende sur terre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, et j'ai reculé de l'endroit où j'avais aperçu le serpent. Puis, je suis retourné vers le palais. Même s'il avait complètement disparu, je n'ai pas pris de risque et je suis retourné dans le bâtiment. Il m'a fallu prendre quelques profondes aspirations et me gifler le visage pour retrouver mes esprits après ça. Je cherchais un endroit pour m'asseoir. Mes jambes se sentaient un peu comme de la gelée à ce moment-là. Bien sûr, il n'y avait pas de place pour s'asseoir, sauf si je voulais me reposer sur du verre brisé et des tapis de feuilles mortes où me traîner jusqu'à un bureau. J'ai vu quelques marques près du hall du palais et j'ai décidé d'y aller m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. L'escalier était assez loin de la façade de l'immeuble pour être relativement propre, sauf pour l'accumulation étonnante de poussière. J'ai tiré une pancarte de métal du mur, encore une fois marquée « Abandoned by Disney ». J'étais habitué maintenant. J'ai posé la pancarte sur l'escalier et je me suis assis dessus pour rester plus ou moins propre. Plus bas, les escaliers descendaient à un autre niveau. J'ai utilisé le flash dans mon appareil photo comme une sorte de lampe de poche improvisée. Je pouvais voir que les escaliers se terminaient sur une porte métallique avec un cadenas. Un panneau sur la porte. Un vrai panneau. Disait « Mascotte seulement, merci ». Ça m'a ragaillardi pour deux raisons. D'une, une pièce seulement pour les mascottes avait sûrement quelque chose d'intéressant. De deux, le cadenas était toujours en place. Personne n'était venu là. Pas de vandales,
ni de pillards, personne. C'était le seul endroit que je pouvais explorer et peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier. J'étais venu au palais essentiellement, car rien ne m'interdisait de prendre ce que je voulais, parce que, abandonné. Il ne m'a pas fallu beaucoup de force pour briser le verrou. Eh bien en fait, c'est faux. Il ne m'en a pas fallu beaucoup pour briser la plaque de métal sur le mur, où le cadenas était accroché. Le temps et la décomposition avaient fait la moitié du travail pour moi, et j'étais capable de suffisamment plier la plaque de métal pour en tirer les vis du mur. Quelque chose à quoi personne n'avait pensé, ou n'avait pas été en mesure de faire à l'époque. La zone des mascottes était un changement surprenant, et très bienvenu par rapport à ce que j'avais vu. D'une part, toutes les 2 ou 3 secondes, des lumières fluorescentes s'illuminaient, même si elles clignotaient et s'éteignaient au hasard. En outre, rien n'avait été volé ou cassé, même si le temps avait vraiment fait des ravages. Les tables avaient des blocs-nocs et des stylos. Il y avait des horloges, même un punching clock sur le mur, complètement rempli de cartes. Les chaises étaient dispersées autour, il y avait même une petite salle de repos, avec une vieille télévision pleine de parasites et pleine d'aliments pourris, et des boissons sur les compteurs. C'était comme un des films apocalyptiques, où tout était laissé en l'état après l'évacuation. Comme je marchais dans les couloirs labyrinthiques de la zone des mascottes, l'endroit devenait de plus en plus intéressant. En allant plus loin, les bureaux et tables avaient été renversés. Les documents dispersés étaient presque fusionnés avec le sol humide, et un grand tapis miteux rattrapait lentement le revêtement cramoisi du sol. Tout était visqueux. Tout le bois s'est désintégré en une bouillie quand je me suis approché, même en utilisant le moins de force possible. Des vêtements étaient suspendus à des crochets dans l'une des chambres. Ils seraient tombés en lambeaux si j'avais essayé de les décrocher. Une chose qui m'a ennuyé, c'est que la lumière se faisait de plus en plus rare à mesure que je descendais dans les profondeurs humides, suffocantes de l'endroit. Finalement, je suis arrivé à une porte rayée de noir et de jaune, avec les mots « Caractère, Prep 1 » peint au pochoir. Dans un premier temps, la porte n'a pas voulu s'ouvrir. Je supposais que c'était là qu'il gardait les costumes, et je voulais absolument une photo de ce désordre puant et tordu. J'ai essayé comme je pouvais, peu importe sous quel angle ou quel moyen je m'y prenais, la porte ne voulait pas bouger. À l'intérieur, la chambre était complètement sombre, noire comme de la poix. J'ai utilisé le flash de l'appareil pour trouver un interrupteur dans la paroi près de la porte, mais il n'y en avait pas. Comme je faisais ma recherche, j'ai été tiré de mon excitation par un fort buzz électrique. Une rangée de lumière s'est soudainement allumée, vacillante et clignotante. Il m'a fallu une seconde à mes yeux pour s'adapter. Il semblait que la lumière devenait de plus en plus forte, peut-être jusqu'à ce que toutes les ampoules explosent. Mais au même moment où j'ai pensé qu'elle pourrait arriver à cet état critique, les lumières se sont obscurcies. La pièce était comme je l'avais imaginé. Divers costumes de Disney étaient suspendus au mur, tous les uns à côté des autres, comme d'étanches cadavres de cartoon, pendant par des cordes invisibles. Il y avait des bacs hantés de pagnes et de vêtements indigènes sur des cintres vers l'arrière. Ce que j'ai trouvé étrange, et ce que j'ai voulu photographier tout de suite, c'était un costume de Mickey Mouse, au centre de la pièce. Contrairement aux autres costumes, il était couché sur le dos comme une victime assassinée. La fourrure sur le costume était pourrie et mitée, ce qui formait des trous. Ce qui était encore plus étrange cependant, c'était la coloration du costume. C'était comme une photographie négative du vrai Mickey Mouse. Noir à l'endroit où il devait être blanc, et blanc là où il devait être noir. Ses vêtements rouges étaient bleu clair. La vue était assez rebutante pour que je finisse par photographier la chose. J'ai pris une photo des costumes accrochés au mur, des angles du haut, vers le bas, et vers le côté pour monter une rangée entière de visages de dessins sans vie, putrides. Certains avaient perdu leurs yeux de plastique. Alors j'ai décidé de faire une mise en scène. Juste la tête des personnages sur le sol lisse et crasseux. J'ai ensuite cherché la tête d'un costume de Donald Duck, et l'ai soigneusement enlevé pour que la chose ne tombe pas en morceaux dans mes mains. Comme je regardais dans les grands yeux du masque moisi, un bruit métallique m'a fait sursauter d'effroi. J'ai regardé à mes pieds, et là, entre mes chaussures, il y avait un crâne humain. Il était tombé de la tête du costume, et s'était brisé en morceaux. Seul le visage vide et la mâchoire inférieure étaient restés, fixés sur moi. J'ai laissé tomber la tête de canard, comme vous vous en doutiez, et je suis allé jusqu'à la porte. Vu que je tenais la porte, j'ai regardé en arrière le crâne au sol. J'ai dû prendre une photo de lui, vous savez. J'ai dû, pour toutes sortes de raisons qui peuvent vous sembler idiotes, mais seulement si vous y réfléchissez pas. J'ai besoin de preuves de ce qui s'est passé, surtout si Disney comptait le faire disparaître.
Je n'avais aucun doute dans mon esprit dès le début. Même si c'était juste une sale négligence, Disney était responsable de cela. C'est alors que Mickey, comme une photo négative, le Mickey au milieu du sol, a commencé à se lever. Le costume du Mickey Mouse, ou celui qui était à l'intérieur, s'est d'abord assis, puis a commencé à se lever sur ses pieds. Il était au centre de la pièce, son faux visage me regardant fixement. J'ai simplement pu marmonner « Non, encore et encore ». Les mains tremblantes, le cœur battant violemment et les jambes claquantes, j'ai réussi à prendre l'appareil photo et à le diriger vers la créature en face de moi. L'écran de l'appareil numérique affichait seulement des pixels morts dans la forme de la chose. C'était une silhouette parfaite du costume du Mickey Mouse. Pendant que l'appareil photo bougeait dans mes mains, tremblantes, les pixels morts se déplaçaient barrant l'écran. Le contour de Mickey s'était déplacé. Et puis, l'appareil photo est mort. L'écran s'est figé, est devenu noir, et s'est éteint. J'ai levé mes yeux une fois de plus vers le costume du Mickey Mouse. Il a dit « Hé, tu veux voir ma tête qui se détache ?» Il a commencé à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer. Ses mains gantées autour de son cou, se griffant avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur. Quand il les a plantés autour de son cou, tellement de sang, du sang tellement épais, jaune. Je me suis retourné alors que j'entendais la chair se déchirer avec un bruit écœurant. Je voulais seulement m'en éloigner. Au-dessus de la porte de cette pièce, j'ai vu le message final, gravé dans le métal à coups d'ongles ou d'os. Abandoned by God. Je n'ai jamais obtenu les photos de l'appareil. Je n'ai jamais écrit de blog à ce sujet. Après ça, j'ai couru hors de cet endroit. J'ai fui pour ma santé mentale, pour ma vie. Je savais pourquoi Disney ne voulait pas qu'on parle de ce lieu. Il ne voulait pas qu'un type comme moi y entre. Il ne voulait pas qu'un truc comme ça sorte. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier post. J'ai reçu d'innombrables questions et messages inquiets de la part des gens qui ont lu mon premier manuscrit sur Mowgli Palace. Un chef-d'œuvre construit, puis abandonné par Disney. Je voudrais remercier tous ceux qui ont copié mon post. Il a été supprimé quelques fois, principalement sur des sites partenaires aisément appuyés par des personnes plus influentes. Cependant, pour chaque topic effacé, il a semblé en apparaître plus d'une centaine. C'est une chose à laquelle ils vont devoir faire face. Il n'y a pas de marche arrière possible pour eux, tout comme moi. Je suis certain d'être suivi. Pendant les 1 ou 2 premiers mois, j'ai mis ça sur le compte de la paranoïa. Un simple coup d'œil ou un sourire en coin dans ma direction suffisait à me donner des frissons. Le premier de mes poursuivants, ou plutôt le premier que j'ai réussi à repérer, était un téléenquêteur en train de rôder autour de mon immeuble. Il était d'un âge moyen, habillé de manière banale, mais quelque chose me semblait faire tâche. Je ne pouvais dire quoi, mais je savais que mon imagination ne me jouait pas des tours. Il était maladroit, il n'avait pas l'air à sa place, pas quelqu'un qui faisait son travail habituel. Je l'ai suivi dans un coin avant de perdre de vue. Quand je suis retourné chez moi, il était là. Il me fixait, à une dizaine de pas derrière moi, froid et sans expression. « On explore ?» a-t-il demandé. C'est tout ce qu'il a dit. Il y avait un ton accusateur dans sa voix. Dites-moi quel genre de subalterne ferait ça. Eh bien, je devine qu'il s'agit du pire moment de l'histoire. Ne jamais se sentir en sûreté. Ne jamais se sentir seul. Ça, et les produits que Disney laissait ça et là pour que je les voie. Des petits Mickey en caoutchouc dans la boîte aux lettres. Un magazine Disney Adventure sur mon étagère. Il cache partout des petits Mickey. 3 cercles, un grand et 2 petits, formant la silhouette de la tête de la célèbre souris. J'ai commencé à dresser une liste de tous les Mickey que j'ai trouvés. Des ronds de café sur ma table, un grand, 2 petits. Des culs de bouteilles en verre rouge devant chez moi, vus de haut. Des graffitis sur un mur sur le chemin de mon travail. Une énorme terre, un petit soleil et la lune, chacune à la bonne place. Ils sont partout. Des gens m'ont contacté à ce sujet aussi. Si vous repostez quoi que ce soit de ce que je vais dire, vous allez commencer à trouver de ces putains de silhouettes autour de vous, je vous le garantis. Le meilleur dans tout ça est de loin ce qui, en fin de compte, m'a plutôt fait rire à cause de l'horreur de la chose, était un dessin à la craie à côté de ma voiture. Surpris, j'ai commencé à parcourir le garage, ouvrant l'œil pour voir si j'apercevais mes suiveurs.
Le contour me rappelait franchement, la victime d'un meurtre. Vous devez probablement y être habitué si vous avez lu mes précédents posts. Écrit en jaune. Peint, je crois. Ces 2 seuls mots. Rétracte-toi. La seule bonne chose que j'aurais pu tirer de tout ça, c'est que je sais maintenant que je ne suis pas le seul à avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je ne vais pas donner leur nom, parce que, si je devais vous dire pourquoi, il faudrait faire comme si vous n'aviez rien entendu. Le chercheur se rend dans les parcs Disney à chaque fois qu'il le peut, tout au long de l'année. Il n'y va pas pour s'amuser ou profiter des attractions. Il cherche les Gascottes. C'est apparemment une vieille tradition chez certaines personnes de rapporter avoir croisé d'étranges visiteurs dans le parc. Des personnes silencieuses, immobiles, au regard fixe, de tout âge et de toute taille. Des hommes et des femmes, des adultes, des enfants et des ados. Tous portant des masques à gaz dans le style de Disney. À l'époque, Disney aurait reçu de nombreuses plaintes au sujet de gens étranges qui suivaient les autres dans le parc. Des gens qui se rassemblaient en foule, puis disparaissaient rapidement. Par la suite, les masques à gaz ont amené les gens à d'autres conclusions, et les signalements de possibles terroristes ont commencé à fuser. L'ensemble de ces rapports a certainement directement atterri dans la poubelle. Je sais très bien que je ne trouverai aucun de ces témoignages dans les médias. Vous savez sans doute que Disney contrôle la presse mieux que quiconque. Le chercheur va dans les parcs, parle à certaines personnes, et essaie de ne pas attirer l'attention. Il demande juste à 3 ou 4 familles si elles ont croisé son ami, qui porte un drôle de masque. Il n'a encore jamais vu un Gascotte de ses propres yeux. Même si un jour, un enfant lui en a indiqué un du côté de Frontier Town, alors qu'il courait dans la foule. Il avait entendu une voix crier « Maman, je veux un masque à air de Pluto, moi aussi ». Un individu, que j'appellerai maître nageur, a travaillé dans un parc aquatique Disney de 2001 à 2003. Il était posé au sommet d'un immense toboggan et s'assurait qu'aucun enfant ne chahute trop. Il faisait passer les gamins un à un et répétait encore et encore à chacun d'entre eux d'être prudents, de garder leurs bras le long de leur corps, etc. Un jour, selon lui, un enfant plutôt gros a descendu le tube et n'est pas ressorti à l'autre bout. Il a fait passer 2 ou 3 enfants à sa suite, le tout à un rythme soutenu. On aurait donc pu s'attendre à ce que si le gros s'était retrouvé coincé, ceux qui le suivaient l'auraient été aussi. Eh bien non. Seul le gros garçon avait disparu. Tous les autres étaient arrivés au bout sans encombre, riant et s'éclaboussant comme s'il ne s'était rien passé. Le maître nageur a fermé le toboggan, au grand désespoir des enfants qui attendaient derrière. Mais avant qu'il ait pu appliquer aucune des strictes procédures qu'on lui imposait, splash, le gros a fini par sortir. Les membres du personnel ont tiré l'enfant hors de l'eau. Il avait coulé comme une pierre au moment de tomber dans le bassin. Sa peau était bleue et il ouvrait des yeux ronds. Tout ce qu'il voulait dire, c'était « enfant sans visage » et « arrêtez de m'écraser ». L'enfant allait bien, au cas où vous le demanderiez. Il a immédiatement été transporté au centre médical. Quand on a demandé au maître nageur de rouvrir le toboggan, il a objecté avec force que l'attraction n'était clairement pas sûre. Malgré ses plaintes, il a été menacé de licenciement et a rouvert le manège à contre-cœur. À partir de là, il a gardé un œil plus attentif sur les enfants. Assez souvent, ils ne sortaient pas dans l'ordre où ils entraient. Jamais aussi éberlués que le gros, mais toujours l'air vaguement inquiet. Un genre de stupeur hébété, comme s'il essayait de se figurer ce que c'était la réalité. Il crachait de l'eau, suffoquait un peu, et ne revenait jamais descendre le toboggan. Je lis ses mails avec le même sentiment d'inconfort que vous devez ressentir maintenant. J'aurais voulu qu'il publie lui-même son histoire, mais en fin de compte, il n'a pas voulu s'exposer à de la sorte. Je ne peux pas l'en blâmer. Blanche-Neige, ce qui n'est pas le rôle qu'elle jouait réellement, était un personnage dans le parc. Elle avait une révélation croustillante à me faire. Vous savez ce qui se passe quand un animateur meurt dans son costume? Par exemple, quand il se prend en photo avec le petit Jimmy et que, la seconde d'après, il fait une attaque. Une autre mascotte en costume doit s'asseoir avec le corps sur le bord du trottoir ou un banc et attendre un teinturier, commis d'office, qui doit transporter la dépouille en toute discrétion. Dans l'intervalle, les visiteurs ne savent absolument pas qu'ils sont assis à côté d'un cadavre lors des séances de photos. Maintenant, libre à vous de consulter votre album. C'était pas mal, mais un autre individu, le gardien, a connu des choses réellement malsaines. Disney World, et d'autres parcs probablement, comptent une série de tunnels qui s'étendent juste sous vos pieds.
3 niveaux de tunnel. Tout ce que vous pouvez imaginer se trouve là, à l'usage du personnel. On les appelle les utilidors, corridors utilitaires. Basiquement, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas de personnages en dehors de leur zone réservée, ou de gardiens errant dans le parc. Ils entrent et sortent par les portes cachées, et parcourent une ville souterraine sur laquelle vous marchez. Le gardien m'a appris quelque chose qui pourrait être banal, mais n'en était pas moins nouveau pour moi. Walt Disney possédait plusieurs appartements à l'intérieur de ses parcs. Il y en a un à proximité du château de Cendrillon, un dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Ils sont disposés dans tout le parc. Plus intéressant, on trouve des nightclubs, une salle de cinéma, un bowling, et bien plus encore. Tout ça, dissimulé derrière des portes aménagées dans les façades baroques que vous avez croisées sans y faire attention. Le Club 22 est une de ces zones cachées. Si vous avez assez de fric pour rejoindre le club privé, ce n'est pas votre cas, alors vous aurez accès à cette zone, et plus encore. Le Club 22 est un lieu où tout est permis. Disney appelle ces lieux les Dark Zones, des endroits où le visage immaculé de Mickey cède la place à l'alcool, à la drogue et au sexe. Inversement, le reste du parc est la Bright Zone, avec quelques Grey Zones entre les deux. De ce que m'a dit le gardien, ça n'a pas toujours été ainsi. Ça s'apparente plus à un long déclin et à un relâchement graduel des normes sociales au sein de cette élite. Comment il a su ça? Vous l'avez deviné. Il a nettoyé ces lieux. Après une longue vérification de ses antécédents et une promesse de silence, le gardien a été réaffecté dans l'équipe de nettoyage d'une de ces Dark Zones. Avant que la vision de sacrifice satanique vous vienne à l'esprit, le gardien n'a rien vu de la sorte. Beaucoup de bouteilles d'alcool vides, oui. Des préservatifs usagés distendus comme des ballons dégonflés, oh oui. Il a nettoyé sa part de sang, de pisse et de vomi. Mais ce n'était dû qu'au comportement débridé de certains clients. Rien qui relève de culte là-dedans. Du moins, c'est comme ça qu'il se le figure, rétrospectivement. Tous les déchets, toute cette merde, finissaient dans un four dont la fumée émergée par la cheminée n'achalait les coquets. Si vous avez été à Disney World, vous avez respiré du concentré de péché. Cette information me vient de Hammer. Hammer m'a joint par la voie traditionnelle, bien que je ne sache pas comment il a obtenu mon adresse. Il m'a envoyé des photocopies de papier prouvant qu'il avait travaillé pour Disney, en me demandant de les brûler une fois que je serais convaincu. Ce que j'ai fait avec plaisir. Hammer travaillait aux alentours du parc Disney World, sur des travaux de construction et de démolition. À un moment, il a pu approcher un de ses supérieurs, qui regardait des étranges plans de construction. Il y avait une vaste zone rectangulaire dessinée sur les feuilles bleues, à peu près de la taille d'un supermarché. La zone était sans légende, et portait ces seuls mots. Ne pas creuser. Son supérieur n'était pas seulement dans le vague, mais carrément volontairement dans le vague. Il ne voulait pas en parler. Il ne voulait rien savoir à ce propos, et a terminé la conversation avec un « cet espace est intentionnellement laissé vide ». Hammer n'a rien pu savoir de plus. La zone ressemblait juste à une énorme perte d'espace, et ça entrait directement en conflit avec le travail qu'il conduisait avec son équipe. Il a commencé à fouiner autour de la zone pendant son temps libre. Il ne trouvait qu'une porte d'acier abandonnée et une grande étendue de béton juste derrière. C'était une dalle de béton gris, immaculée, de la taille d'une grande surface. Peu après, Hammer a commencé à apercevoir des gascottes parmi la foule. À l'inverse de tous les autres témoignages, ces gens, ces choses, se tenaient sur l'ensemble de son champ de vision. Ils se regroupaient à l'écart ou se tenaient simplement le long d'un mur quand ils tournaient à un angle. Il m'a dit qu'ils se déplaçaient bizarrement, comme s'ils étaient faibles ou blessés, comme un cerf épuisé après une longue poursuite qui ne pourrait plus fuir. Les masques à gaz, les visages de personnages de Disney avec un filtre greffé en dessous. Il a remarqué qu'ils semblaient humides à l'intérieur, comme de la buée sur une vitre de voiture. Des petites gouttes d'eau dégoulinaient derrière les verres et rendaient impossible à chacun d'entre eux de réellement voir. Poussant plus loin ses recherches, Hammer a commencé à questionner tous ceux qui travaillaient dans le parc depuis 10 ans ou plus. Il a couru d'une fausse piste à l'autre jusqu'à ce qu'il reçoive les indications d'Ida, une femme âgée qui travaillait dans un restaurant sur Main Street. Elle était là, depuis des temps immémoriaux, et personne n'avait encore eu le courage de lui demander directement. Tout le monde savait qu'elle avait plein d'horribles histoires à raconter. Hammer l'a questionnée au sujet de l'espace vide, puis au sujet des clients masqués. Et au départ, il s'attendait à recevoir les mêmes non-réponses qu'il avait reçues jusqu'à maintenant. Elle était calme, étrangement calme. La salle 0,
coissa-t-elle, mettant une main sur sa poitrine, comme une petite fille craignant une punition de son père. Pendant toute la conversation, elle ne l'a pas regardé une seule fois dans les yeux. Il s'est avéré que la salle 0 était encore une autre pièce cachée, comme les appartements et le club 22. Cependant, sa taille et sa localisation profondément sous le parc la distinguent de toutes les dark zones amusantes. C'était un abri pour les bombardements. La salle 0 avait été construite pour faire face à une attaque massive, qu'elle soit conduite par des ennemis étrangers ou intérieurs. Elle était conçue pour stocker assez de rations pour nourrir un nombre de clients moyens à tout moment, et héberger une plus petite mais luxueuse panic room pour les hauts placés de chez Disney. Durant la Seconde Guerre mondiale, les masques à gaz officiels Disney étaient en fait produits à destination des enfants et devaient être portés en cas d'attaque. L'idée était que ce serait moins effrayant pour eux si le visage de Mickey apparaissait sur l'accessoire guerrier. Oui, je sais très bien que tout ça est évident. Durant les grandes peurs de la guerre froide dans les années 60, quand ils ont construit Disney World, la salle 0 était évidemment dotée de tels masques. Soit ils se préoccupaient des craintes des enfants, soit de leurs impitoyables images de marque. Toujours est-il que ces choses se sont retrouvées là. Par la suite, un génie a décidé que les gamins seraient aussi effrayés par les masques que portaient leurs parents. Aussi, tous les masques, des petits comme des grands, se sont conformés à cette norme délirante. Ida décrivait ça comme « penser une plaie avec du jus de citron ». Rien de tout ça n'explique ce qu'a vu Hammer cependant. Pas seulement leur aspect apparemment surnaturel, mais aussi cette salle complètement vide. « J'y ai aidé », lui a-t-il expliqué. « Il n'y a rien d'autre qu'un sol en béton entre quatre murs. » Non. Ida a secoué la tête et s'est couvert la bouche en étouffant un sanglot. « Vous étiez dessus. » Un jour, quelque chose ou quelqu'un a fait sonner l'alarme quand le parc était saturé de visiteurs. L'avertissement était clair. C'était une attaque aérienne. Les employés de la sécurité ont fait descendre tout le monde au fond, tout au fond de l'immense abri. Là, on leur a ordonné de mettre leurs masques et de courber l'échine pour la durée de l'assaut. Tout a été plutôt calme pendant une trentaine de minutes, si on accepte les pleurs des enfants et les murmures effrayés. Aucun d'eux ne voulait mourir, et ils étaient plutôt reconnaissants pour ces étranges mesures de sécurité. Et alors, le premier cri s'est fait entendre. « Hé !» cria un homme. « Cessez de me passer !» Des vagues de couinements et de glapissements traversaient la foule d'un mur à l'autre, allant et venant. « Qui est ici ? Qui court ? Arrêtez-vous ! Qui est en train de rire ? Ce n'est pas drôle. Ah, qui m'a marché sur le pied ?» Malgré les responsables de sécurité qui intimaient à la foule de garder son calme, elle devenait de plus en plus agitée, jusqu'à ce qu'après près d'une heure de folie, la lumière a vacillé, et ils sont morts. Ce qui a suivi ne pourrait être décrit que comme un chaos total. Dans le noir, seuls les gémissements des petits et les cris angoissés des grands se faisaient entendre en un vacarme de plus en plus massif qui assourdissait les occupants de cette salle obscure. Un groupe de membres du personnel et un petit nombre de visiteurs chanceux s'effrayaient un chemin jusqu'à la sortie, prêts à affronter la guerre en dehors plutôt que la folie derrière eux. Ce qu'ils ont trouvé, bien sûr, c'est un parc désert, et de fait, parfaitement intact. La musique se jouait toujours, résonnant dans les bâtiments de contes de fées. En retournant dans la salle 0, les quelques personnes qui se sont arrêtées au sommet de l'escalier d'acier qui descendait dans les profondeurs de l'abri n'ont rien entendu de l'agitation à laquelle ils venaient d'échapper. Il n'y avait que le silence. Ida elle-même a descendu dans cet escalier malgré les supplications de ceux qui restaient derrière. Elle a franchi les portes renforcées, bientôt entourée par l'obscurité, n'entendant que le bourdonnement de ses oreilles. Une unique voix s'est fait entendre dans le noir, à cause de l'écho. Il était impossible de dire si cette voix rauque et moqueuse émanait du fond de la pièce, ou si elle était juste devant elle. « Fermez ma porte, ma chère, vous laissez entrer le froid. » Saisie par la terreur, elle a fait ce à quoi vous vous attendez. Depuis ce jour, l'abri, l'escalier, tous ces trucs, étaient couverts d'une épaisse couche de ciment. Les systèmes d'aération et les générateurs sur le dessus avaient été retirés, créant ainsi ce grand espace vide. Ils sont toujours là-dessous, avec ça, a dit Emma à Hammer. Vous remarquerez que je citais le nom d'Ida. Malheureusement, elle nous a quittés peu après avoir raconté son histoire. Une chute accidentelle, soi-disant, en sortant du lit pour allumer sa lampe. Une employée si dévouée
que sa chambre entière était couverte de silhouettes de Mickey, a dit les journaux.